Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, quitte à être sorti de ma retraite pour vous parler du trade James Harden, Ben Simmons. Je me suis dit, allez, on a le pied à l'étrier, on est en selle, on est au galop, autant en profiter pour faire une vidéo sur les Los Angeles Lakers, parce que j'avais évidemment envie de vous parler des Lakers, parce que cette équipe devient un cas d'école, et tout basketologue averti et éclairé se doit de comprendre effectivement ce qui est en train d'arriver aux Lakers parce que c'est un cas d'école. Et je vois encore circuler, même si tout a déjà été dit sur les Lakers en long, en large et en travers, mais je vois encore circuler sur les réseaux sociaux où je suis toujours relativement attentif, à défaut d'avoir assez de temps, vous le savez, on en a déjà discuté, mais pour vous proposer beaucoup de contenu YouTube, mais je vois encore circuler sur les réseaux sociaux pas mal de contre-vérités ou peut-être d'erreurs de diagnostic. Et dans ce naufrage des Lakers, on ne peut pas résumer à une explication. C'est la faute de LeBron, c'est la faute de Vogel, c'est la faute de Westbrook, c'est de la faute de l'attaque, c'est de la faute de la défense, c'est de la faute de Pelinka. Dans tous les problèmes complexes, il n'y a jamais une explication simple pour résumer la situation. Et c'est plutôt une somme de choses, et c'est une somme de points très précis et très factuels qui explique pourquoi cette saison les Lakers n'y arrivent pas. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler très rapidement dans cette vidéo de débrief du naufrage des Lakers. Alors, première chose qu'on entend souvent, c'est ouais, les Lakers ça marche pas parce que leur attaque est trop statique. Oui, c'est vrai. L'attaque des Lakers est relativement statique. C'est la 16e équipe de la NBA en termes de volume de passes générées en moyenne par match. Je suis pas en train de parler de passes décisives, je suis en train de parler juste de passes classiques. C'est-à-dire je sers un coéquipier. C'est pas énorme, c'est pas non plus catastrophique. En 2019-2020, quand ils sont champions, c'était la 20e équipe de la NBA en termes de passes générées. Donc ils font pas moins de passes, ils font pas moins circuler le ballon maintenant que quand ils ont été champions. Toutes les équipes emmenées par LeBron avaient un jeu d'attaque relativement basique, relativement simple pour ne pas dire simpliste. LeBron fixe, personne ne vient aider ou personne ne peut m'arrêter, je vais au bout. Et s'il y a une aide, je décale sur le tireur à 3 points ou sur l'intérieur en backdoor. Et LeBron a toujours défendu quelque part ce concept assez simple. Et quand on a un joueur comme LeBron, un mutant comme LeBron, oui, pourquoi faire compliqué ? Pourquoi faire compliqué quand les choses simples marchent ? Et souvenez-vous, il avait eu la tête de Coach Blatt comme ça du côté des Cavs, parce que Blatt, qui venait de l'Europe, qui venait de l'Euroleague, voulait absolument des systèmes, des choses très structurées en attaque. Et ça a frité avec LeBron parce que LeBron lui disait « Donne-moi la balle, fais pas chier, donne-moi la balle, je m'en occupe, ça suffira ». Et preuve que ça a suffi, les Cavs ont été champions derrière en 2016 et les Lakers de LeBron ont été champions en 2020. Donc c'est pas une problématique d'attaque statique, même si dans les fins de match un peu serrés, c'est très caricatural, mais c'était déjà comme ça en 2020. Il n'y a pas assez de tireurs à 3 points cette année. Il n'y a pas assez de tireurs à 3 points, c'est pour ça que les Lakers n'y arrivent pas. Ouais, c'est vrai, les Lakers, c'est la 18e réussite de la NBA à 3 points. C'est pas génial, je suis d'accord avec vous, surtout dans une NBA qui est de plus en plus dépendante de la réussite derrière la ligne pour exister en attaque. Quand ils étaient champions en 2020, ils avaient la 21e adresse à 3 points de la NBA. Donc ils sont plus adroits en 2022 et ils gagnent pas de match que quand ils ont été champions. Donc c'est pas une problématique d'adresse à 3 points. Ils perdent trop de ballons. Le Westbrook il fait chier, il envoie une passe sur 2 dans les gradins. C'est à cause de ça, ils perdent trop de ballons, ils s'en sortent pas en attaque à cause des pertes de balles. Oui, les Lakers ils perdent beaucoup de ballons. 21e équipe de la NBA qui perd le plus de balles. C'est effectivement pas génial. C'est pas génial pour une grosse équipe ou pour une équipe qui voudrait aller loin. Ils avaient la 23e fréquence de perte de balles quand ils sont champions 2019-2020. Donc, quand ils sont champions, les Lakers perdaient déjà beaucoup de ballons. Parce qu'on veut jouer vite, on veut accélérer en transition, et quand on veut jouer vite, accélérer en transition, on prend des risques, on tente des passes un peu précipitées pour jouer la contre-attaque, et ça finit dans les gradins. Mais ce qui était vrai en 2020 ne les a pas empêchés d'être champions, donc c'est pas l'explication de la déroute de 2022.
Ils sont nuls au lancer. Je regarde les Lakers jouer, ils n'arrêtent pas d'envoyer brique sur brique au lancer. On ne peut pas s'en sortir sans une adresse correcte au lancer franc. Et c'est vrai, les Lakers, ils sont nuls au lancer. 29e réussite de la NBA cette saison. Quand on regarde où ils étaient au lancer franc en 2019-2020, ils avaient la 28e réussite de la ligue. Donc ils ne sont pas plus nuls cette saison qu'ils ne l'étaient quand ils ont été champions. Donc ça peut pas être ça l'explication. Il y a trop de blessures. Les Lakers 2022, c'est décimé par les blessures. Et c'est complètement vrai. Les Lakers, regardez, c'est en haut ici. Si on se concentre sur le duo LeBron James, Anthony Davis, là, en 2022, ils n'ont joué que 20 matchs ensemble. À la même période, j'ai pris avant la pause du All-Star Game sur la saison 2019-2020, ils en avaient joué 45. Donc là, allez, admettons, en 2022, ils en auront joué 24-25. 25 versus 45, très clairement, il y a un déficit. Sauf que quand on regarde dans le détail, quand James et Davis ont été ensemble sur le terrain côté Lakers, le net rating, c'est-à-dire la différence de points marqués versus points encaissés pour 100 possessions, il est à moins 2,4. Il était à plus 10 quand les Lakers ont été champions. Ce qu'on devrait avoir, si les blessures étaient l'explication, c'est quand James et Davis sont ensemble sur le terrain, on a un super net rating, et parce qu'ils sont pas là ou parce que l'effectif est incomplet, tout ça est dégradé. Or, on se rend compte que c'est pas l'explication. Même si l'échantillon de match est plus petit, même si effectivement l'effectif est plus décimé, donc on a moins d'automatisme, moins d'habitude, tout ça, ça joue, mais le noyau dur de l'équipe, quand il est ensemble, ça devrait cartonner et on devrait avoir un net rating au moins supérieur à la moyenne de l'équipe qui est à moins 1,5, je crois, sur le début de saison. Là, c'est pas le cas. Donc, très clairement, oui, le fait que LeBron n'ait pas été là, oui, le fait qu'Anthony Davis n'ait pas été là, ça pénalise. Mais quand ils ont été là, en fait, les Lakers, ils n'ont pas été meilleurs. Certes, un échantillon de 20 matchs, c'est pas énorme, mais on devrait déjà avoir une tendance. On n'est pas en train de parler de 4 ou 5 matchs, on est en train de parler de 20 matchs qui devraient générer une tendance. Donc, évidemment, ça joue, évidemment, ça perturbe le dispositif, mais c'est pas l'explication principale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ? Ok, d'accord, t'es sympa, mais alors pourquoi ça ne marche pas en 2022 ? La principale explication, et on en a parlé longuement quand ils ont été champions, on a longuement parlé des Lakers, c'est la perte du contrôle de la raquette. Les Lakers ont perdu le contrôle de la raquette en 2022. Je vais vous expliquer ce que j'entends par contrôle de la raquette. Et derrière, tout s'est écroulé et c'était leur force. Ils ont construit leur titre là-dessus et les Bucks ont construit leur titre la saison passée sur le même postulat. L'année du titre, 2019-2020. Les Lakers en attaque, meilleure réussite de la NBA pour les tirs tentés à moins de 8 pieds du panier, c'est-à-dire à moins de 2 mètres, c'est-à-dire les tirs tentés de tout près. On avait la meilleure réussite. Et à côté de ça, on avait la 2, 4, 6e meilleure défense de la NBA. On marquait à 63%, on encaissait à 56%, on avait un différentiel de plus 7 dans le contrôle de la raquette. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'on est en train de parler d'une quarantaine de tirs tentés par match. C'est pas anecdotique, on n'est pas en train de parler d'un truc qu'on va chercher 5-6 fois dans une rencontre. Là, on est en train de parler de 35 à 40 tirs en moyenne par match, donc c'est énorme. Donc quand vous avez un différentiel de plus 7 sur une quarantaine de tirs par rapport à vos adversaires directs, vous avez un avantage comparatif qui est énorme. Cette saison, les Lakers, ils restent tout à fait corrects en attaque. On est à 61%, certes on n'est plus la meilleure équipe, on est 2, 4, 6, 8e, et ça reste tout à fait correct. Par contre, en face de ça, on est la 2, 4, 6, 8e plus mauvaise défense. Le classement présente l'inverse. Donc en fait, on a la 23e défense de la NBA pour les tirs tentés tout près du cercle. Les Lakers n'arrivent plus à protéger leur cercle. Et c'est ça qui est en train de les tuer. Quand vous regardez jouer les Lakers, c'est ultra frappant de voir à quel point ils autorisent leur adversaire
à des dunks, à des lay-ups complètement non contestés dans la raquette, c'est flagrant. Quand vous comparez par rapport à 2019-2020, mais vous voyez des joueurs qui coupent tout seul dans la raquette, qui récupèrent et bam, qui dunk, ou bien qui drive, il n'y a pas d'aide et bam, il dunk. Et pourquoi on en est là ? Parce que collectivement, cette équipe, défensivement, elle est très très faible. LeBron ne fait pas l'effort de venir aider, Westbrook ne fait pas l'effort de venir aider, ou il est satellisé, il est sur autre chose, Carmelo Anthony ne fait pas l'effort de venir aider, et quand vous avez 3 des 6-7 joueurs majeurs de l'équipe qui viennent pas aider, ou qui font pas les bonnes pré-rotations, qui sont en retard, ou qui se mettent en défaut, qui se mettent hors de position parce qu'ils cherchent l'interception, etc., bah, évidemment tout s'écroule derrière, c'est le château de cartes, la base s'écroule, tout s'écroule derrière, et il se passe exactement ça aux Lakers cette saison, et souvenez-vous, on avait un différentiel de plus 7, là on marque à 61%, on encaisse à 59%, on n'est plus qu'à plus 1,6. Donc en fait, la domination de la raquette est devenue, on fait jeu égal avec l'adversaire. Et toute notre force du titre, on l'a perdue complètement sur cette saison. Et quand on regarde en attaque l'année du titre, là c'est classé par joueurs qui ont tenté le plus de tirs. Vous voyez que parmi les joueurs qui ont tenté le plus de tirs tout près du cercle, eh bien on a parmi les 6 plus hautes fréquences des Lakers, on n'avait que des joueurs à plus de 60%. Donc on avait une cohérence, ceux qui le faisaient le mieux le faisaient beaucoup, et tout ça tirait l'équipe vers le haut. Quand vous regardez là en 2021-2022, bah déjà le joueur qui tente le plus de tirs près du cercle de l'équipe, il a un pourcentage atroce, 51% pour des tirs comme ça tout près du cercle, c'est absolument atroce. Et pourquoi Westbrook a ce pourcentage-là ? Parce qu'il va forcer dans la raquette. Alors, c'est très bien, l'intention est bonne, j'ai pas de tir à 3 points, j'ai pas de tir à mi-distance fiable, donc je fais l'effort de me rapprocher du cercle pour chercher des points en dessous, sauf que le défenseur qui défend sur Westbrook, bah, il défend à 3 mètres, parce que tout ce qu'il veut, lui, c'est que Westbrook déclenche un tir à 3 points. Donc Westbrook, bah, il se rapproche, et puis il va s'enfoncer dans la défense, buter sur les défenseurs, et tenter un truc forcé très contesté en dessous. Et derrière, son pourcentage, il est très très bas. Et c'est d'autant plus paradoxal que les Lakers soient en décrochage cette année, parce que et LeBron James et Anthony Davis, quand même des fers de lance, ont des bien meilleurs pourcentages, paradoxalement tout près du cercle, que sur l'année du titre. Et au final, vous avez parmi les 8 joueurs qui tentent le plus de tirs, vous en avez que 5 à plus 60%, et puis vous avez THT et Westbrook qui viennent tirer tout ça vers le bas. Même Carmelo Anthony, 55, c'est pas la joie. Et finalement, vous comprenez pourquoi les Lakers ont décroché, même si le décrochage il n'est pas énorme, mais pourquoi ils ont décroché un petit peu en réussite en attaque. Et puis, inversement, la défense s'écroule et on ne peut plus protéger le cercle. Et par extension, dans ce contrôle de la raquette, il y a aussi les Lakers qui ne dominent plus au rebond. On va considérer que oui, il y a des tirs à 3 points qui engendrent des rebonds longs qui sont pris en dehors de la raquette, mais on va considérer que tout ça, c'est l'apanage de la domination près du cercle, de la domination dans la raquette, et c'est sans appel, c'est absolument flagrant. En 2020, il prenait 24% de rebonds offensifs, 79% de rebonds défensifs. Ça veut dire que sur 100 tirs de l'adversaire, il y en a 79 qui étaient récupérés en rebond défensif de la part des Lakers. Cette saison, on est passé à 21% au rebond offensif et à 76% au rebond défensif. Ce qui veut dire qu'on a un décrochage de moins 3,5 et moins 2,9. Et du côté des rebonds défensifs et du côté des rebonds offensifs, parce que souvenez-vous l'année du titre, le nombre de fois où on voyait les Lakers arroser de loin, et ils avaient un mauvais pourcentage, on en a parlé. Eh bien, il y avait bon nombre de ces tirs arrosés de loin qui étaient récupérés en rebond offensif par Dwight Howard, par Javal McGee, par Anthony Davis, par LeBron qui attaquait le rebond, et derrière, ça remontait pour une claquette dunk, donc forcément un point au pourcentage, où ça offrait une nouvelle séquence d'attaque derrière et une nouvelle opportunité de marquer. Vous savez que dans le basket, quand vous prenez un rebond offensif, c'est la même possession, c'est pas une nouvelle possession qui démarre, c'est la même possession et ça vous donne donc une opportunité de marquer sur la même possession et ça augmente évidemment votre efficacité qui est évaluée par les points marqués pour 100 possessions. Et voilà, dans un match qui a 88 tirs en moyenne cette saison,
vous abandonnez 3,5 d'un côté, 2,9 de l'autre en pourcentage, ça fait 5 possessions au global perdues par match, c'est-à-dire 3 possessions qu'on n'a pas eu rebond offensif, 3 possessions en plus, si vous voulez, ou 3 séquences qu'on a prolongées grâce à rebond qu'on n'a pas eu en plus, et c'est 2,5, on va arrondir à 2, on va arrondir vers le bas, de rebond défensif qu'on n'a pas pris et qu'on a laissé à l'adversaire en rebond offensif. Donc ça fait un différentiel de 5, entre guillemets, possessions, vous voyez, de séquences, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, et on est à 1,10 points par possession cette saison, ça fait 5,5 points de différence. Ça fait pour 100 possessions 5,5 points de différence. Et les Lakers, ils sont à -1 en net rating cette saison, ils étaient à +5 la saison passée. Et voilà, le cœur de l'explication, il est là. C'est pas plus compliqué. Donc, ils n'ont pas de rebond offensif claquette dunk qui permettent de tirer les pourcentages en dessous. Ils accordent à contrario à l'adversaire des rebonds offensifs où ils peuvent remonter facile en dessous. Et vous avez comme ça un différentiel de points qui est colossal. C'est pas énorme en pourcentage, mais en fait quand vous faites les additions et que vous mettez en face que ça peut représenter en points encaissés marqués, ça fait 5,5 points de différence pour 100 possessions. C'est absolument énorme. Et puis à côté de ça, parce qu'on a une défense moins appliquée, parce qu'on a une défense moins efficace, on a aussi un déficit en perte de balles provoquées. La saison du titre, les Lakers ils forçaient 14% de perte de balles à leurs adversaires, on n'est plus qu'à 12,6 cette saison. Alors vous allez me dire c'est pareil, c'est pas énorme, c'est anecdotique. Là, on joue en moyenne 100 possessions par match, ça fait 1,5 ballon qu'on a entre guillemets volé en moins à l'adversaire, donc ça fait 1,5 possessions où l'adversaire il repart avec 0. Parce que quand vous commettez une perte de balle, cette possession elle vous aura rapporté évidemment 0 points. Et on a derrière, côté Lakers, une opportunité en moins de pourquoi pas jouer une contre-attaque sur lesquelles on tourne à 1,10, 1,15 points par possession. C'est généralement des séquences à haut pourcentage où on est en 3 contre 2, où on est en 4 contre 3, et où on trouve un panier à un niveau de rendement un petit peu plus élevé que sur de l'attaque placée. Donc ça pareil, d'un côté ça pénalise la défense des Lakers, qui subit un petit peu plus, et de l'autre ça prive Los Angeles d'opportunités d'avoir des points faciles en contre-attaque. Et tout ça vous amène dans une situation où on le disait, cette année les Lakers, ils ont un net rating défensif. Première fois depuis sa saison de rookie que LeBron James, quand il est sur le terrain, a un net rating négatif. Ça veut dire que quand il est sur le terrain, l'équipe encaisse plus de points qu'elle n'en marque. Ça ne lui est jamais arrivé en carrière, sorti de sa saison de rookie. C'est en train de lui arriver cette saison aux Lakers. Et puis à côté de ça, c'est purement factuel. Vous avez parmi les joueurs majeurs du dispositif un Westbrook qui a le plus mauvais net rating. Ça veut dire que quand Westbrook est sur le terrain, c'est là où les Lakers ont le moins bon rendement. Et puis quand on regarde pareil, plus en détail, les joueurs et quand on les classe par temps de jeu, là on a affiché, regardez, 2, 4, 6, on enlève Isaiah Thomas qui a fait une toute petite pige, 7, 8, 9, on a affiché les 9 joueurs qui jouent le plus en moyenne par match cette saison à Los Angeles. Combien il y a d'intérieur dans ces 9 joueurs ? Il y en a un seul, c'est Anthony Davis. Donc ça veut dire que les Lakers cette saison, ils jouent ultra petit. Le seul joueur majeur intérieur qui passe beaucoup de temps sur le terrain, c'est Anthony Davis. Ça veut dire que les Lakers sont très souvent dans une config avec Anthony Davis pivot, avec à côté que des joueurs entre guillemets évidemment petits. Et résultat, tout ce qui avait fait leur force 2019-2020, je contrôle la raquette, je contrôle le rebond et offensif et défensif, forcément on l'abandonne parce qu'on joue plus petit et on a moins de capacité de marquer facilement en dessous et moins de capacité de protéger notre cercle. Et tout ça est purement limpide. Tout ça s'explique très 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 clairement. Et puis après, en effet domino, vous avez un Anthony Davis qui n'a pas un rendement top cette saison. En effet domino, vous avez aussi un syndrome où quand Anthony Davis joue avec Russell Westbrook, c'est ce que vous avez là, il est à 56% au tir réel, et dès qu'il joue sans Westbrook,
il monte à 60%. Pourquoi ? Parce que dès que Westbrook est sur le terrain et qu'il n'a pas la balle, eh bien, il va se mettre dans le coin, il se laisse mourir dans le coin, ou il se laisse mourir dans le poste de l'ailier, et son défenseur ne va pas rester collé à lui parce que c'est pas une menace à 3 points, donc il descend, il vient flotter, il vient gêner dans la raquette, et ça vient gêner Anthony Davis dans ses récupérations. Il y a plus facilement prise à 2, il y a plus facilement des bras qui s'agitent dans la raquette pour le contester, et il a beaucoup plus de mal. Donc ça, évidemment, aussi, ça n'aide pas. Mais attention, pas de raccourci rapide, c'est pas l'explication principale, mais il faut aussi avoir tout ça en tête. Il y a traditionnellement un adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Sauf à Los Angeles. Alors, il n'y avait aucun mal à vouloir améliorer son roster. Maintenant, attention, souvenez-vous que le mieux est l'ennemi du bien. Et là, toute la problématique de Los Angeles, c'est qu'on a pris une distance énorme avec ce qui avait fait notre force et ce qui nous avait permis d'être champions en 2020. Et je le répète, ce qui a permis aux Lakers d'être champions en 2020, c'est le contrôle de la raquette. Domination en attaque, avec des points à très haut pourcentage qu'on va chercher dessous, et très bonne protection de la raquette en défense. Et les Bucks sont champions la saison passée sur le même postulat. Les Bucks ont toujours fait une défense qu'on appelle pack the line, où tout le monde vient verrouiller la raquette. On laisse les équipes tirer à 3 points, allez-y, tirez à 3 points, il n'y a pas de problème. Vous serez dans un bon soir, et ben on prendra l'eau à 3 points, mais vous n'aurez aucun rebond près du cercle, et vous n'aurez aucun panier facile en dedans. Et ça peut sembler paradoxal d'avoir ce postulat en 2022 dans une ligue qui n'a jamais autant tiré au-delà de la ligne à 3 points, et pourtant ça se vérifie tous les soirs que ce postulat, vous contrôlez la raquette, vous contrôlez les NBA, est toujours vrai et est toujours d'actualité, et c'est ce qui a permis aux deux équipes des 2 dernières saisons d'être championnes. Donc là, c'est vraiment dommage en fait, c'est ça qui est rageant, c'est que les Lakers, ils avaient trouvé quelque chose, ils avaient trouvé la recette, ils avaient un dispositif cohérent, ils avaient des forces sur lesquelles ils savaient qu'ils pouvaient s'appuyer, et ils sont partis sur quelque chose de complètement différent. Pourquoi ? Comment ? Mystère. Toujours est-il que, voilà, la vraie explication de la déroute des Lakers, même si l'attaque est catastrophique, même si l'attaque fait très souvent saigner des yeux, c'est avant tout une problématique de contrôle de la raquette et de défense. De défense, notamment avec des rebonds qu'on va arracher sur un tir de l'adversaire, on verrouille des rebonds défensifs, des pertes de balles qu'on va provoquer et une raquette qu'on protège. C'est pas possible d'enchaîner des séquences où on prend des dunks non contestés dans le trafic. C'est juste pas possible, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu. Au moins, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre le diagnostic et comprendre ce que les Lakers ont besoin d'améliorer. Vous voyez que c'est pas simple, parce qu'il n'y a pas le personnel. Et c'est une problématique qui est structurelle. Et c'est pas genre je fais quelques ajustements comme on avait, souvenez-vous, passé au crible la série en playoff la saison dernière entre les Clippers et les Dallas Mavericks. On avait vu que quand il y avait Zubac, c'était la catastrophe. Bam, les Clippers ont sorti Zubac et ils s'en sont sortis. En face, les Mavs ont mis Marjanovic pour matcher, et puis la force est devenue une faiblesse. Vous voyez, c'est des jeux tactiques. Là, on n'en est pas là. Les Lakers, s'ils veulent recontrôler la raquette, s'ils veulent redominer au rebond, ils n'ont pas le personnel pour. Il faudrait faire jouer plus Dwight Howard, plus DeAndre Jordan, mais avec un Westbrook qui neutralise le spacing, c'est mort, ça va complètement embouteiller la raquette, et c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, vous comprenez à quel point la problématique des Lakers en 2022, elle est presque insoluble. C'est terrible à dire, elle est presque insoluble. Maintenant, ne les enterrons pas trop vite. Beaucoup d'eau va encore couler sous les ponts. Ils ont une fin de calendrier très compliquée, on en a parlé. Paradoxalement, les Lakers ont mal démarré la saison alors qu'ils avaient un début de calendrier, une première moitié de calendrier extrêmement favorable, avec beaucoup de matchs à domicile, avec beaucoup de matchs face à des équipes qui ne sont pas calibre playoff, en tout cas proportionnellement par rapport à la moyenne NBA, ce qui veut dire que dans leur deuxième moitié de calendrier, tout ça se rattrape. Donc ils jouent plus de matchs à l'extérieur, plus de matchs face à des équipes playoff, donc ils sont plus en situation d'enchaîner les défaites. Donc, à eux de voir si une adversité plus élevée leur permettra de relever un petit peu leur niveau et de se réajuster, mais
Tout ça paraît très 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 compliqué, et n'oubliez pas que dans le basket comme dans la vie, on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé, et là pour l'instant les Lakers, ils ne sèment pas spécialement de réussite près du cercle, en tout cas pas suffisamment, et certainement pas de protection du cercle et de domination au rebond et d'agressivité défensive pour vraiment gêner les adversaires, et ça leur sera vraisemblablement fatal. On suivra ça, évidemment. Bon match à tous.